Bonjour à tous. Pour cette séance aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre de la cinématique du solide, le chapitre 4 du module ou de la matière de mécanique rationnelle, assuré aux étudiants de L2 génie mécanique. Donc pour ce chapitre, je l'ai subdivisé en 3 séances principalement. Donc aujourd'hui, ça sera la première séance. Pour cette première séance, on ne va pas parler de vitesse ou d'accélération, qui sont les principales fonctions à déterminer, fonctions vectorielles à déterminer dans l'étude de la cinématique du solide. On fera une brève introduction à la cinématique du solide rigide. Et ensuite, on parlera principalement pour cette séance de référentiel. C'est-à-dire, nous allons voir comment on peut positionner un point dans l'espace en utilisant des référentiels différents. Nous comprenons bien que de partir d'un repère à un autre, il y a des différences en termes de vitesse, d'accélération et de position d'un point, de trajectoire. Et bien sûr, un point peut être fixe dans un repère et mobile dans un autre repère. Et c'est justement l'étude de la cinématique qui nous oblige à faire des systèmes de passage d'un repère à un autre. Donc c'est l'étude des mécanismes, fait appel à plusieurs repères. À chaque fois, on va lier un repère à un objet, à une pièce ou tout simplement à un solide, et puis ce solide peut être en mouvement par rapport à un autre solide, etc. Bon, donc pour cette première séance, on s'intéressera, il est juste question de parler de repères, de référentiels, de paramétrage et de changement de repères, tout simplement. Donc la première partie, c'est l'introduction. Ensuite, on parlera du paramétrage de la position d'un point en coordonnées cartésiennes, cylindriques ou polaires, et en coordonnées sphériques. Donc les 3 types de repères que nous utiliserons, principalement les coordonnées cartésiennes, et puis le passage des coordonnées cylindriques ou polaires aux coordonnées cartésiennes, les coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes. Ensuite, on parlera de changement de système de coordonnées. Donc toujours dans les coordonnées cartésiennes, on peut avoir des repères qui sont en mouvement par rapport à d'autres. Voilà. Donc on va déterminer tout simplement les matrices de passage formées par des cosinus directeurs et qui ont des propriétés que nous allons voir. Donc l'objectif, c'est de passer d'un repère à un autre, calculer, savoir connaître les coordonnées d'un point, ou la vitesse ou l'accélération. Un vecteur défini dans un repère, on peut le définir dans un autre repère en utilisant des matrices de passage. D'accord? Voilà. Donc on commence donc par l'introduction. Alors la cinématique consiste à analyser le mouvement de points sans se préoccuper des causes de ce mouvement. Donc dans cette première partie, on parlera et dans la deuxième séance aussi, on parlera de points cinématiques du point. Donc pour la cinématique du solide, le solide étant un ensemble de points infini, un ensemble infini de points, il y a juste des relations entre les vitesses des points d'un même solide et les accélérations des points d'un même solide. Sinon, tous les calculs restent les mêmes. Le passage d'un repère à un autre, on a toujours un repère qui est un référentiel qui est lié à un solide, qui est lui-même en mouvement par rapport à un autre solide. Bien. Donc on va considérer que l'espace est euclidien et isotrope, donc il ne se déforme pas, et le temps est considéré comme absolu aussi. Il ne dépend pas du repère. Donc quel que soit le repère utilisé, on est dans le même référentiel de temps. La position d'un point est donnée dans un référentiel physique, le laboratoire, la Terre, l'observateur. Un repère lui est attaché et un système de coordonnées est défini pour décrire le mouvement. D'accord, donc
Deux observateurs placés dans des repères en mouvement l'un par rapport à l'autre ne percevront pas le même mouvement. Là, c'est donc justement les deux observateurs qui représentent des repères différents vont voir tout simplement le déplacement d'un point d'une manière différente l'un par rapport à l'autre. Bien. Alors on va commencer par le paramétrage, le système de coordonnées. Donc en mécanique, on définit la position d'un point par rapport à un repère de référence choisi R à l'aide du vecteur position. Vecteur position OM, de M par rapport à O, origine du repère R. Donc les paramètres qui définissent la position d'un point dans un repère sont les paramétrages. Les différentes coordonnées qu'on peut utiliser sont les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques, polaires et les coordonnées sphériques. Donc nous allons les voir comment on va passer, on va les définir et comment on va passer des coordonnées cylindriques ou polaires aux coordonnées cartésiennes, les coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes. Donc les systèmes de coordonnées, on les choisit en fonction de ce que nous allons étudier. Donc le type de coordonnées est choisi en fonction du problème que l'on a à traiter. S'il y a un problème de symétrie de révolution autour d'un axe, on va utiliser le coordonnées cylindriques. Et s'il y a un problème de symétrie sphérique, on va utiliser les coordonnées sphériques. Ce sera beaucoup plus facile. Bon, on va commencer d'abord par les coordonnées cartésiennes. X, Y, Z sont les coordonnées d'un point dans un repère R d'origine O et d'axe vecteur unitaire X, Y, Z. Tel que O est l'origine du repère et X, Y, Z les vecteurs unitaires orthogonaux de R définissant une base. Ils sont unitaires, leur module est égal à 1 et ils sont orthogonaux, c'est-à-dire leur module est égal à 1. Voilà, vecteur unitaire, module égal à 1, orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaire. X perpendiculaire à Y, Y perpendiculaire à Z, Z perpendiculaire à X. Voilà. Donc voici le point M et voici ses coordonnées X, Y et Z. Donc la donnée des trois variables X, Y, Z définit un point et un seul de l'espace. Le vecteur position de 1 par rapport à O, dont le repère R, est donné par X suivant le vecteur X, Y suivant le vecteur Y et Z suivant le vecteur Z que l'on note X, Y, Z dans le repère R. Donc, ce qui est important, il faut savoir que pour trois variables X, Y, Z, on ne peut définir qu'un seul point. Donc, nous avons un seul point. Et pour chaque point de l'espace, il n'aura de coordonnées que les coordonnées X, Y, Z. Donc, il sera défini complètement avec trois coordonnées et qui sont uniques. Voilà, tout simplement dans le repère cartésien. Donc, le repère cartésien est formé de trois axes, on le connaît déjà, X, Y, Z. Les coordonnées cylindriques ou polaires, maintenant, il y a d'abord l'axe Z qui est le même, donc il est défini par ρ et Z, sont les coordonnées de M. Donc, nous avons ρ, donc ça c'est ρ. Dans le repère R1, ρ et Z sont les coordonnées de M dans le repère R1, O, U, V, Z. Donc Z est le même. Hein. Donc là nous avons en commun avec les coordonnées cartésiennes l'axe Z. Hein. D'accord, tel que O, origine du repère, et U, V, Z, les vecteurs unitaires orthogonaux de R1 définissant une base. Donc ils définissent une base, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule donnée, c'est-à-dire le ρ et θ en fait. Donc c'est une rotation de l'axe X, U est obtenu par rotation autour de Z de l'axe X, et V est obtenu par rotation autour de Z de l'axe Y, du même angle θ. D'accord, donc sinon le point M est défini par sa valeur Z, nous allons le voir, et donc la donnée des trois variables ρ, θ et Z définit un point et un seul. Donc si ça forme une base, ça nous donne une seule solution de l'espace. C'est-à-dire, et bien sûr, pour chaque valeur de ρ, θ et Z, nous avons un seul point, et pour chaque point, nous avons un seul ensemble de données ρ, θ, Z. Le vecteur position de M par rapport à O, dont le repère R1 est donné par ρ suivant U, donc le vecteur U, Z suivant Z. Ce qui nous donne la représentation vectorielle ρ, 0 et Z. C'est-à-dire
Donc c'est la projection de OM sur, de OM sur le plan XY. D'accord. Voilà. Pour maintenant passer des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes, donc nous avons OM que nous allons tout simplement projeter. Donc nous allons projeter ce vecteur, ça nous donnera suivant les axes x, y et z, c'est donc sa projection sur le plan x, y, c'est ça, et qui est tout simplement rho cosinus θ suivant x, voilà, rho sinus θ suivant y, voilà, c'est la projection de ça, c'est la somme de ces deux vecteurs. Et bien sûr, z suivant z, c'est le même axe que pour les coordonnées cartésiennes, ça nous donne OM, c'est rho cosinus θ, rho sinus θ et z dans le repère cartésien. D'accord. Donc on passe du repère cylindrique au repère cartésien en utilisant ces deux équations. X égale rho cosinus θ, y égale rho sinus θ, et z égale z ne change pas. Bien sûr, je n'ai pas parlé des coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, c'est le plan, tout simplement UV. Donc c'est le plan UV qui représente les coordonnées polaires. Donc il n'y a pas de z quand on travaille dans le plan. Donc, pour les coordonnées polaires aussi, on passe de rho tout simplement à x, y, par rho cosinus θ et rho sinus θ. Les coordonnées cylindriques, cette fois, le vecteur OM est porté par un axe. Donc nous avons vu ici pour les coordonnées sphériques, cylindriques, il y a l'axe Z et le point M. Donc rho, c'est la projection de OM sur le plan XY, sur le plan polaire, on va dire, sur le plan qui se forme les vecteurs, donc le U et V. Donc on trouve une inclinaison. Par contre, dans le cas des coordonnées sphériques, nous avons OM qui est porté par un axe. Voilà. Donc OM est porté par l'axe, c'est l'axe Z qui est incliné. Voilà. Donc ρ est la coordonnée de M dans un repère R2, c'est le repère sphérique d'origine O et de vecteurs unitaires I, J et V. D'accord. Donc nous avons I, J et V. Donc les vecteurs unitaires orthogonaux de R2 définissant une base. Donc les vecteurs J, I et V sont des vecteurs unitaires, donc leur module est égal à 1. Ils définissent une base, c'est-à-dire nous n'avons qu'une seule représentation de M dans un seul point, de M dans le repère. Voilà. Donc la donnée de trois variables, ρ, c'est parce que c'est une base justement, θ et phi. Donc θ et phi définissent le repère lui-même. Hein, et ρ, c'est la position du point. Donc ρ, il est porté par le vecteur, donc coordonnées sphériques, par le vecteur I. D'accord. Définit un point et un seul, puisque c'est une base, de l'espace. Et inversement, chaque point est défini par une seule valeur de ρ, θ et phi. D'accord. Bon, un seul vecteur ρ, θ, phi. Le vecteur position de M par rapport à O, donc repère sphérique R2, est donné par ρ suivant I. Rho I, c'est-à-dire ρ 0, 0 dans le repère sphérique. Voilà. Maintenant, comment passer du vecteur on va passer du vecteur des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes. Alors pour passer des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes, on va utiliser un repère intermédiaire. Donc on va utiliser le repère R1. Ce même vecteur peut être exprimé dans R1. Alors R1, il est défini par le vecteur U et V et Z. D'accord. Ça c'est le vecteur R1, U et V et Z. Donc on va commencer, on va passer d'abord dans ce vecteur R1, ensuite on passera au vecteur J, vecteur final, donc I, J et Z, d'accord. Alors, pour projeter ce point M, justement, qu'est-ce qu'on fait? On va le projeter, tout simplement, ça va nous donner dans le repère, on va utiliser le repère R1,
donc OM, dans le repère R1, c'est-à-dire par rapport aux axes V, U et Z. Donc il n'y a aucune composante suivant V, d'accord, parce que justement la rotation phi est obtenue autour de V. Donc on passe de Z à I par une rotation autour de V d'un angle phi, ce qui nous donne donc OM qui est égal à ρ, c'est-à-dire le module de OM, ρ cosinus phi suivant Z et ρ sinus phi suivant le vecteur U. Nous avons ρ sinus phi suivant U et ρ cosinus phi suivant Z. Donc là, d'abord on passe du vecteur des coordonnées sphériques au repère R1 intermédiaire qui est un vecteur, qui est un repère formé par le vecteur UV, les axes UV et Z. D'accord. Donc ça nous donne R sinus phi suivant U, c'est ça, R sinus phi suivant U, et R cosinus phi suivant Z. Ça nous donne OM dans le repère R1 intermédiaire, ρ sinus phi et ρ cosinus phi. Alors maintenant, on va passer, on va exprimer ce vecteur-là, c'est-à-dire ce que nous avons trouvé, donc ρ sinus phi, ρ cosinus phi, que nous avons défini dans le repère R1, on va passer vers le repère final qui est x, y, z. Donc on veut passer à x, y, z. Hein. Donc ce que nous voulons, ce que nous cherchons, c'est x, y et z. Donc z il est déjà connu. Donc reste à maintenant définir ces deux vecteurs. Donc le vecteur précédent que nous avons ici. Donc nous avons défini le vecteur dans le repère intermédiaire. Et maintenant du repère intermédiaire, nous allons prendre ces deux vecteurs-là et que nous allons utiliser. Ça nous donne quoi? Ça nous donne d'abord suivant Z, c'est toujours ρ cosinus phi. Et suivant X, c'est la projection. La projection de Z, donc elle est portée par l'axe Z. Donc il n'y a pas de composant suivant X et Y. Par contre, le vecteur ρ sinus phi, il va être tout simplement décomposé en deux vecteurs, c'est-à-dire une projection sur l'axe des X, ça nous donne ρ sinus phi par cosinus de l'angle θ, et une projection suivant l'axe Y, c'est-à-dire c'est ρ sinus phi, donc la projection de ça, suivant sur sinus θ, donc sinus θ et cosinus θ, et donc là c'est ce vecteur que nous avons projeté sur cet axe parce que là il est décalé, il y a une rotation d'un angle θ, et par rapport à cet axe, c'est-à-dire ici nous avons l'angle θ, d'accord. Ça nous donne quoi? Ça nous donne donc les trois composantes, donc ρ sinus phi cosinus θ suivant x, voilà. Nous avons ρ sinus phi sinus θ suivant y, et enfin suivant z, c'est toujours la même valeur qui reste, c'est ρ cosinus phi. Ça nous donne les composantes x égale ρ sinus phi cosinus θ, y égale ρ sinus phi sinus θ, et z égale ρ cosinus phi. Donc on passe des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes en utilisant ces trois formules. Excusez-moi. Alors maintenant, on va passer de ces coordonnées. Donc pour l'instant, on ne va pas définir ni de vitesse ni d'accélération. Je sais bien que vous attendez ça, mais on ne parlera ni de vitesse ni d'accélération pour cette séance. On parlera simplement de référentiel, c'est-à-dire de repères. Donc on avait défini, donc je viens de définir les repères, donc la représentation dans le repère cylindrique, sphérique et polaire. Donc on peut passer de ces coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes, des coordonnées polaires, la même chose, et des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes. Maintenant, supposons que on va travailler dans les coordonnées cartésiennes. Donc soit deux repères, on va chercher les systèmes de changement de coordonnées. Soit deux repères, RI et RK, en mouvement l'un par rapport à l'autre. Donc nous avons un repère initial et un deuxième repère. Celui-ci est en mouvement par rapport au premier, ou au moins là, ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre.
Alors bien, assez souvent, il y a un repère qui est lié à une pièce ou au sol ou à l'observateur, et un autre repère qui est lié à une autre pièce ou à un autre solide ou à un autre objet. Voilà. Il peut tourner comme il peut se déplacer en translation. Alors, on va d'abord commencer par repérer l'origine. Donc, nous avons ici les deux repères. Donc, ici, pour repérage de l'origine OK, l'origine du deuxième repère, bon, le premier et l'autre, le deuxième. Donc, il suffit de connaître les coordonnées de OI, OK sur RI ou sur RK. Donc, il suffit de connaître ça pour déterminer justement cet éloignement du repère K par rapport au repère I. D'accord. On devra donc connaître par exemple les trois fonctions. Donc, c'est les coordonnées suivant x, y, y, et z, i, ou bien les coordonnées suivant x, k, y, k, z, k. D'accord. Donc, il suffit de connaître ça pour trouver la position du point OK par rapport à OI. Alors, le repérage et l'orientation, là, ça va définir un éloignement, un déplacement, on va dire clairement une translation. Et par contre, dans le premier cas, à la position, on va ramener l'origine OI en OK. Donc, pour voir son orientation, est-ce qu'il y a des rotations? D'accord. Donc, on va ramener OK vers OI. D'accord. Alors, les trois axes sont confondus. Dans le cas où l'axe YK, contrairement à cette représentation où il y a une rotation, donc ici, lorsqu'il n'y a que translation, donc si les trois axes sont confondus, lorsqu'on ramène OK à OI, s'ils sont confondus, c'est-à-dire XK égale XI, YK égale YI, ZK égale ZI, alors on dit que le repère RK est en translation par rapport au repère RI. Donc, s'il n'y a pas d'autre orientation, on dira qu'il est en translation. Ça, c'est des choses qui sont très simples. Par contre, lorsque les trois axes ne sont pas confondus entre une orientation quelconque, c'est là que les choses deviennent plus complexes, c'est-à-dire, on ne va pas dire complexes, plus développées, donc il faut calculer, faire des calculs. Donc on repère les différents vecteurs xk, yk, zk par leur cosinus directeur. C'est-à-dire, je détermine xk en fonction, je projette xk sur y, xi, y, zi, etc. Donc j'ai xk qui est égal à alpha 1, 1 xi plus alpha 2, 1 yi plus alpha 3, 1 zi. Yk, c'est alpha 1, 2 xi, alpha 2, 2 yi, alpha 3, 2 zi. La même chose pour zk. Donc il y a chaque vecteur unitaire est défini en fonction, est projeté tout simplement sur le repère, notre repère, tout simplement. Alors maintenant, la matrice que nous allons définir avec cette représentation, xk dans le repère RI, YK et ZK, ça nous donne tout simplement une matrice. La matrice P qui est égale à alpha 1, 1 composée des alpha et j est appelée matrice de passage de la base de RI. Donc c'est une matrice de passage de la base de RI, c'est-à-dire on passe de RK à RI. D'accord? Tout simplement. C'est une matrice de passage. Alors, cette matrice de passage, on voit qu'elle est composée donc de 9 inconnus. Comment la déterminer? Comment on va représenter cette matrice de passage qui va nous permettre de passer d'une représentation dans le repère RI vers une représentation dans le repère RK. C'est-à-dire de X, I, Y, I, Z, I, on va passer à X, K, Y, K, Z, K et inversement justement. Alors il suffit de 3 paramètres indépendants pour repérer l'orientation. Pourquoi? Donc nous savons, pour déterminer la relation qui existe entre ces vecteurs, x, k, y, z, k, nous savons que ce sont des vecteurs unitaires et ils sont aussi orthogonaux. Alors s'ils sont unitaires, ça veut dire que le produit scalaire de xk par lui-même, ou bien xk au carré, c'est égal à 1. La même chose pour yk et zk, donc ça nous donne, puisque ce sont des vecteurs unitaires, leur module est égal à 1, et donc le module au carré est égal à 1. Donc xk au carré égale à 1, produit scalaire,
xk par yxk, yk par yk et zk par zk égale à 1. Ils sont aussi orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Xk scalaire yk égale 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. Yk et zk, produit scalaire, est nul parce qu'ils sont orthogonaux. Et zk, xk, ils sont orthogonaux aussi. Ça nous donne donc le produit scalaire qui est nul. En fin de compte, nous avons pour déterminer la matrice de passage qui est formée de 9 inconnus, alpha et j, nous avons 6 équations. Donc les 9 cosinus directeurs ne sont donc pas indépendants. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des relations, mais liées par 6 relations. Nous avons les 3 relations qui expriment le vecteur unitaire et les 3 relations qui expriment la perpendicularité entre les vecteurs unitaires ou bien l'orthogonalité du repère. Il suffit donc de 3 paramètres pour définir, il va nous rester donc 3 inconnus pour définir entièrement l'orientation du repère RK par rapport au repère RI. Donc on parle maintenant de l'orientation, d'accord? Donc on n'aura besoin que de 3 paramètres, parce que nous avons déjà 6 équations. Alors, si les deux trièdres RI et RK ont même orientation, la matrice de passage P est une matrice orthogonale droite. Si XK égale YK, et si XK égale XI et YK égale XYI et ZK égale ZI, ça nous donne quoi? 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. C'est une matrice de passage est une... si les deux trièdres ont même orientation, la matrice de passage est une matrice orthogonale droite. Alors, une matrice est dite orthogonale. Qu'est-ce que ça veut dire orthogonale et droite? Est dite orthogonale si son inverse est égal à sa transposée. D'accord? Orthogonale, c'est-à-dire son inverse est égal à la transposée. On dit qu'elle est droite si son déterminant est égal à 1. Donc, on le sait. Déjà, si les deux trièdres ont la même orientation, c'est la matrice identité. Elle est une matrice orthogonale. Son inverse est égal à la même chose. Sa transposée, qui est la même matrice. Et si son déterminant est égal à 1. Maintenant, on va vérifier lorsque les orientations sont différentes. Alors, si RK est un trièdre direct, c'est-à-dire de sens direct, en respectant la règle des 3 doigts, nous avons donc x égale y vectoriel z, donc x égale y vectoriel z, et nous avons aussi z vectoriel x égale y, donc z vectoriel x égale y, et x vectoriel y égale à zk. D'accord? Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le sens direct. X égale y vectoriel z, y égale z vectoriel x, la même chose, donc vous voyez, y égale z vectoriel x, et x égale z y vectoriel k. Donc c'est ce qu'on appelle le sens direct du trièdre. Voilà. Alors ces équations dont repère s'écrivent dans le repère R initial, si je réécris ça, on va voir maintenant lorsque les choses sont différentes. Donc nous avons xk qui est égal à yk vectoriel zk avec la représentation de xk dans le repère RI, ça nous donne alpha 1, 1, alpha 2, 1 et alpha 3, 1. Ça c'est la représentation de yk vectoriel zk. La même chose, donc les 3 équations d'égalité en termes de vecteurs nous donnent ceci. Alors, on va montrer maintenant que la matrice est orthogonale. J'avais dit, donc orthogonale. Comment on va le montrer? Donc on va prendre 2 colonnes quelconques. Une colonne I et une colonne J de la matrice. Voilà. Donc on va prendre cette colonne ou celle-ci ou celle. D'accord? Donc c'est alpha 1i, alpha 2i, alpha 3i, c'est la colonne i. La colonne j, c'est alpha 1j, alpha 2j et alpha 3j. Alors si les deux colonnes sont distinctes, nous avons donc le produit scalaire, c'est égal à alpha 1i par alpha 1j plus alpha 2i par alpha 2j plus alpha 3i par alpha 3j. Il est égal à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement les vecteurs sont
on avait dit orthogonaux. Donc, si c'est xk par scalaire ya égale à 0, puisqu'ils sont différents, si c'est yk par zk, c'est égal à 0, ainsi de suite, parce que les deux vecteurs sont orthogonaux. Xk, xi, xk et yk, ou bien yk et zk, ou bien xk et zk, les trois vecteurs étant orthogonaux, ça nous donne un produit scalaire qui est nul. S'il s'agit de la même colonne, lorsque i égale à j, nous avons alors colonne i fois colonne j, c'est les alpha i au carré plus alpha j 2i au carré plus alpha i au carré, alpha 3i au carré, ça nous donne égal à 1, parce que c'est un vecteur unitaire, donc le produit scalaire du vecteur unitaire par lui-même, bien le module au carré, est tout simplement égal à 1. Ce qui donne la somme des alpha ki par alpha kj égale 0 si i est différent de j, il est égal à 1 si i égale j. Donc lorsqu'il s'agit de deux colonnes différentes, leur produit scalaire est nul. S'il s'agit de deux colonnes identiques, leur produit scalaire est égal à 1. Si on utilise le symbole de Kronecker, delta ij, voilà, c'est égal à 1. Lorsque i égale j, d'accord? C'est cette égalité. Alors, sachant qu'une matrice est orthogonale, si et seulement si, pour toute colonne, respectivement ligne, la somme des carrés des éléments est égale à 1. Donc, on l'a vu. Et si pour tout couple de colonnes, respectivement ligne, la somme des produits des éléments correspondants est égale à 0. C'est exactement le cas que nous avons ici, c'est la définition d'une matrice orthogonale. Donc on fait le même raisonnement pour la ligne, c'est-à-dire si pour toute ligne, la somme des carrés des éléments est égale à 1, et bien c'est pour toute ligne, pour tout couple de lignes, c'est-à-dire de lignes différentes, la somme des produits des éléments correspondants est égale à 0. La matrice P est donc orthogonale. C'est le cas de la matrice P, elle est donc orthogonale. Il reste maintenant à démontrer qu'elle est droite. On sait que cette matrice est orthogonale. On va montrer maintenant que la matrice P est droite. Qu'est-ce que nous avons? On va calculer le déterminant de la matrice P. Le déterminant de la matrice P, c'est le déterminant de la matrice formée par les vecteurs xk, yk, zk. Il est égal, le déterminant d'une matrice 3, 3 est égal au produit mixte. Donc xk vectoriel yk scalaire zk. Ça nous donne quoi? Ça nous donne xk vectoriel yk, c'est égal à zk. Et zk scalaire zk, nous l'avons vu, c'est un vecteur unitaire, et la module égal à 1, ça nous fait égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déterminant de la matrice delta, P, le delta de la matrice P est égal à 1. Le déterminant est égal à plus 1, car le repère RK est de sens direct. Il n'est pas égal, à moins 1, parce que tout simplement xk vectoriel yk nous donne zk. Voilà. Enfin, la matrice P est donc orthogonale droite. Donc ici, c'est égal à 1, ça veut dire qu'elle est droite, tout simplement. Voilà. Alors, c'est quoi les propriétés de ces matrices? Alors, le produit de deux matrices orthogonales, c'est des caractéristiques très importantes, parce qu'on aura à calculer des produits de matrices, de passage. Donc, le produit de deux matrices orthogonales est une matrice orthogonale. Très bien. Et une matrice orthogonale réelle ne peut admettre que pour valeur propre réelle plus ou moins 1. Chaque élément est égal à son mineur dans le développement du déterminant. Lorsqu'on calcule le déterminant, il y a ce qu'on appelle le mineur et le développement. L'élément et son mineur, donc ils sont égaux. Dans un espace euclidien, nous allons revenir à ça, on va prendre un exemple. Dans un espace euclidien de dimension finie, une matrice de passage transforme une base orthonormée en une base orthonormée si et seulement si elle est orthogonale. Donc heureusement, c'est une matrice orthogonale. Donc si on utilise une matrice de passage orthogonale, si la matrice de passage est orthogonale, donc on transforme la base orthonormée en une autre base orthonormée. Donc c'est très important, il faut avoir une base, les vecteurs ne doivent pas être dépendants, doivent être indépendants, ils doivent former une base complète. Voilà. Alors maintenant,
l'orientation, on reviendra maintenant lorsque l'orientation est quelconque. Alors l'orientation de RK par rapport à RI, comme nous l'avons vu précédemment, ne dépend que de 3 paramètres. D'accord? Donc ces 3 paramètres seulement peuvent définir complètement la matrice de passage, l'orientation. Il paraît donc nécessaire de trouver 3 paramètres indépendants permettant de faire ce repérage. Donc il faut repérer cette orientation de RK par rapport à RI par 3 paramètres indépendants que nous allons définir. C'est les plus utilisés, les 3 paramètres les plus utilisés sont les angles de l'air, parce qu'au fait, c'est des angles. Pourquoi des angles? Nous avons vu qu'il s'agit d'une orientation, et donc orientation dans l'espace se fait par 3 degrés de liberté, et la translation aussi se fait par 3 degrés de liberté. Nous avons vu pour la translation OI, OK, c'est une translation, c'est un vecteur dans l'espace, x, y et z, et l'orientation se fait par des rotations autour de x, y, z, ou bien nous allons voir, ce ne sera pas automatiquement x, y, z, mais nous allons voir, ce sera en utilisant les angles de l'air. Voilà. Nous allons les définir, donc nous avons définir les angles de l'air par, d'abord on passe, pour passer du vecteur ancien au vecteur nouveau, en repère ancien en repère nouveau. Donc Z et RI c'est le repère initial et RK c'est le repère nouveau, c'est-à-dire le repère final. Donc un axe de RK est confondu avec un axe de RI. Par exemple, nous avons ZK égale ZI. Donc on va définir, donc avant de parler des angles de l'air, nous allons parler d'une manière générale sur le principe de la rotation. Donc pour le moment, ça ne sera pas des angles de l'air, mais ce sera donc une introduction à ces angles de l'air. Si nous avons 2 repères, RK et RI, qui ont un axe confondu, ils ont un axe confondu, ici par exemple c'est Z, ça peut être X, ça peut être Y, ici c'est Z, c'est-à-dire ZK égale ZI. Donc il y a une rotation autour de Z, d'un angle, tout simplement, d'un angle alpha, d'accord? Donc une rotation de XI dans le sens de YI, donc sens positif, ici, donc alpha, la même chose ici, d'un angle alpha, d'accord? Donc là, c'est tout simplement un exemple que nous allons prendre et que nous allons utiliser par la suite. Donc pour définir la position du repère RK par rapport au repère RI, il suffit de connaître l'angle alpha. Simplement, orientation autour de ZI ou ZK. La matrice de passage peut alors s'écrire d'une manière générale. Donc on va définir XK ici. Donc XK, c'est quoi? C'est 1 cosinus alpha. Donc le module de XK c'est 1 cosinus alpha et 1 sinus alpha. D'accord? Et on va définir YK, la même chose, par 1 cosinus alpha suivant YI, et moins sinus alpha suivant XI. Donc là, c'est le vecteur moins sinus alpha. Moins sinus alpha, cosinus alpha, et suivant l'axe Z, ZK égale ZI, donc c'est 0, 0 et 1. Donc d'une manière générale, quand on a un repère identique, confondu entre le repère initial et le repère final, entre RI et RK, on définit facilement la matrice de passage par projection simplement. D'accord? Donc on passe du repère à un autre repère qui est en rotation par rapport au premier, facilement en utilisant cette matrice que vous voyez. Donc cosinus alpha 0, moins sinus alpha cosinus alpha 0 et 0, 0, 1. Voilà. Maintenant, cette matrice, elle est comment? Elle est d'abord orthogonale. On va voir pourquoi. Elle est aussi droite. Très important. Lorsqu'on a un repère qui tourne autour d'un autre, autour d'un même axe confondu, ça nous donne ce type de matrice. Elle est orthogonale, bon, on peut voir, ça transposé, donc la transposée, c'est celle-ci, donc c'est moins sinus qui vient ici, sinus qui monte, donc permutation ici. Et son inverse, on trouve que l'inverse est égal à la transposée. Donc nous avons P-1 qui est égal à P transposé, ça veut dire que la matrice de passage est orthogonale. Elle est droite, pourquoi? Parce que
son déterminant est égal à 1. Le déterminant de cette matrice, il est égal à quoi? Donc, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha qui est égal à 1. Comment déterminer le déterminant? Donc, c'est cosinus alpha. Donc, si on utilise les facteurs comme ça, plus, moins et plus, d'accord, pour déterminer le déterminant. Donc, pour calculer le déterminant, c'est cosinus alpha par cosinus alpha fois 1 moins 0. Donc, cosinus alpha par cosinus alpha, ça nous donne cosinus carré alpha. Ensuite, moins sinus alpha, moins et moins, ça fait plus, ça fait sinus alpha par, donc, qu'est-ce qui nous reste? Sinus alpha fois 1, sinus alpha fois 1, moins 0. Ça nous donne donc sinus alpha par sinus alpha, sinus carré alpha. Et enfin, ici, c'est 0, ça nous donne donc le reste 0 fois 0. 0 fois 0, ça nous donne enfin un déterminant qui est égal à 1, donc la matrice est droite, d'accord? Donc le déterminant est égal à 1, veut dire la matrice est droite, elle est orthogonale parce que sa transposée est égale à la matrice inverse. Et là, on peut vérifier, donc si justement, on peut vérifier, si je multiplie ça par ça, la matrice, donc ça nous donne cosinus alpha, ça nous donne cosinus carré alpha plus sinus carré alpha, c'est 1. Si je multiplie ça par ça, ça nous donne moins sinus carré alpha, donc sinus carré alpha, cosinus carré alpha, c'est aussi 1, voilà. Si je prends la dernière aussi, ça nous donne, donc si je prends ça fois ça, ça nous donne 1. Contre, si je croise tout simplement cette ligne par la deuxième, ça nous donne cos alpha par moins sinus alpha, ça fait moins cosinus alpha sinus alpha, plus sinus alpha cos alpha, donc ça nous donne 0. D'accord? Donc la matrice P-1, P transposé est égal à P-1. Voilà, donc la matrice est orthogonale droite. Alors chaque élément est égal à son cofacteur. Donc on a vu tout à l'heure, donc si je reprends la même chose comme tout à l'heure, si je prends les signes, plus, moins et plus, on avait vu les cofacteurs. Donc la vérification est immédiate. So, par exemple, alpha 1, 2, c'est moins sinus. Si je cherche le cofacteur de moins sinus, le cofacteur est moins 1, sinus alpha. C'est quoi? Donc il y a le signe moins ici. Et donc, ces deux-là, ça nous fait sinus alpha fois 1, moins 0. Donc ça nous fait moins sinus alpha, moins 1 sinus alpha. Voilà. Donc, on voit bien que chaque élément est égal à son cofacteur. Donc, on peut essayer de voir avec tous les éléments. Pour les lignes et les colonnes, la relation suivante est vérifiée. La somme, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha plus 0, c'est 1. Sinus carré alpha plus cos carré alpha, c'est 1. La même chose. Donc, à chaque ligne, si je cherche à calculer la somme des carrés, c'est égal à 1. C'est vérifié. Et si je calcule le produit entre deux lignes ou deux colonnes, prendre cette ligne et celle-ci, sinus alpha par 0, cos alpha par 0, 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 0, cosinus pas moins sinus, ça nous fait cosinus, c'est moins cosinus sinus, plus sinus cosinus, c'est égal à 0. Donc là aussi, nous voyons que c'est aussi vérifié. Donc, c'est une matrice orthogonale droite. Hein. On va revenir aux angles de l'air. Donc là, nous avons simplement parlé, comment définir une matrice de passage d'un référentiel à un autre référentiel, d'un répertoire à un autre d'un repère à un autre repère. Ça nous donne quoi? Lorsqu'il y a une rotation autour d'un axe, c'est très simple, il suffit de projeter les autres axes, tout simplement, pour déterminer la matrice de passage facilement, qui est orthogonale et droite. On va revenir aux angles de l'air. Les angles de l'air seront utilisés pour déterminer justement ces trois facteurs indépendants. Alors, on va les utiliser par la suite en cinématique carrément, c'est-à-dire on calcule des vitesses et des accélérations. Alors, les axes sont tous distincts. On va utiliser les angles de l'air. Nous allons passer du repère initial au repère final, au repère RI, au repère RK, à l'aide de deux repères intermédiaires. Donc, pour passer du premier au dernier, on va utiliser deux repères intermédiaires, R1 et R2, qui jouent un rôle pratique important, qui définissent les angles de l'air de type 1. Donc il y a
d'autres types d'angles de l'air que nous n'allons pas voir, le type 2 et type 3, on peut le faire peut-être en TD, mais pour le cours on se limitera simplement au type 1. Donc on passe du repère initial au repère final par l'intermédiaire de deux repères R1 et R2 qui vont nous faciliter les étapes et qui vont nous permettre justement de passer par des rotations. Nous allons voir donc le repère initial R et Z, ZI, YI, XI, XY, IZI. On va passer au repère final ZK, YK et XK. Donc là, en utilisant des repères intermédiaires X1, Y1, Z1 et X2, Y2, Z. Donc, comment le faire? Donc, comment construire le premier repère? ZI est différent de ZK. Donc, bien sûr, au départ, nous avons tous les axes sont différents. Donc, XK est différent de XI, YK est différent de YI, et ZK est différent de Y. Alors, si ZI est différent de ZK, les deux plans OXI, YI et OXK, YK vont se couper automatiquement. Ils vont se couper suivant une droite que nous allons appeler la ligne de nœud, qu'on appelle ligne de nœud. On l'oriente arbitrairement par le vecteur X1. Donc, on va placer le vecteur X1. On ne va pas placer Z, mais on va l'appeler X1. Donc, on va placer X1 suivant cette ligne des nœuds. Donc on repère X1 par un angle psi. C'est l'angle entre XI et X1, orientation autour de ZI. D'accord? Donc ça c'est la première. On passe du repère initial à un repère intermédiaire. Ce repère intermédiaire on le définit en utilisant la ligne des nœuds. Donc on peut construire donc le repère R1 de la manière suivante. Donc on trace Z1 qui est égal à ZI. On complète par Y1 de telle manière que le repère R1, OX1, Y1, Z1 soit direct. Donc nous avons Z qui est le même, Z1 égale ZI, et X1 qui est porté par la ligne des nœuds. Donc là c'est la ligne des nœuds. Ligne des nœuds. Bon, je ne vais pas l'écrire, je n'ai pas l'habitude d'écrire comme ça. Bon, la ligne des nœuds. Donc, c'est orienté par un angle psi, d'accord? C'est la même chose ici. Bien sûr, on avait dit que X, c'est l'intersection des deux plans. Z1 égale ZI. Voilà. Donc on passe de RI par une rotation tout simplement d'un angle psi autour de Z1. D'accord? Donc on prend Z1 identique et on tourne l'axe XI jusqu'à obtenir, ça c'est le repère R1. Donc l'angle psi est appelé, pour les angles de l'air, c'est l'angle de précession. Donc on va l'appeler angle, il est appelé angle de précession. D'accord? Donc on avait dit ici, c'est l'angle entre XI et X1 et psi, c'est l'angle de précession. Maintenant, on va construire le deuxième repère R2. On passe du repère R1 à R2 par une autre rotation θ autour de X1. Donc cette fois, on va fixer X1 et on tourne autour de X1. Ça nous donne l'angle entre Z1 et Z2, ou bien Y1 et Y2, c'est un angle θ, qui est appelé angle de nutation. Donc θ est appelé angle de nutation. Voilà. Donc, et enfin, de R2 à RK, on passe du repère R2 à RK par une autre rotation d'angle phi autour de Z2 égale ZK, qu'on appelle donc angle de rotation propre. Donc enfin, on passe du repère R2 au repère RK par une rotation d'angle phi. Donc ça nous donne enfin, pour avoir les angles de l'air, donc qu'est-ce qu'on fait? On passe d'un repère initial à un autre repère quelconque, orienté de manière quelconque, par trois rotations, ce qui définissent les degrés de liberté. Mais ce ne sont pas les rotations qu'on va appeler degrés de liberté, n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle degré de liberté, mais ce sont des paramètres de rotation indépendants. Donc, la première rotation, c'est la précession, la deuxième nutation, et la troisième, c'est la rotation propre. C'est très bien, on passera facilement de XI à X1,
trouvera facilement les matrices de passage, et de x, y1, de R1 à R2, facilement la matrice de passage, et de R2 à RK, facilement la matrice de passage. D'accord? Et ensuite, on va les combiner pour trouver la matrice de passage de X et de RI vers RK. D'accord? Voilà. Pour le moment, nous avons cette succession de rotations qui définit le passage du repère initial au repère final. Alors, on va utiliser la matrice, l'expression matricielle, soit un repère RI de vecteur de base X, Y, I, Z, I, un repère RK de vecteur de base X, K, Y, K, Z, K sont indépendants. On définit l'orientation du repère final RK ou nouveau par rapport au repère initial ou ancien en donnant la matrice de passage. Donc il suffit de connaître cette matrice de passage. Alors comment déterminer ces vecteurs XK, YK, ZK, ou bien comment simplement déterminer cette matrice, c'est ce qu'on doit chercher pour trouver cela. Qu'est-ce qu'on fait? On va définir d'abord un vecteur quelconque, soit un vecteur W dont les composantes sont respectivement X, Y, I, Z, I, majuscule, et X, K, Y, K, Z, K dans le repère RI et dans le repère RK. Donc notre objectif, c'est que lorsqu'on connaît l'un des systèmes de composantes, on doit trouver l'autre. C'est-à-dire, si on connaît W dans le repère R1, RI ou bien W dans le repère RK, on peut trouver l'autre. Donc si on connaît celui-là, on peut passer vers celui-ci et inversement. Si on connaît sa représentation dans le vecteur RK, on peut revenir au vecteur initial. Alors d'autre part, on peut obtenir XK, YK, ZK en fonction de X, Y, I, Z, I à l'aide du produit matriciel suivant. Nous savons bien sûr qu'on peut utiliser les matrices de passage pour passer du vecteur initial, du vecteur final au vecteur initial en utilisant ceci. On a vu comment on peut l'utiliser, donc on l'a vu justement ici. Voilà. Donc on peut passer. Tu peux utiliser cette matrice pour trouver l'autre. D'accord? Alors, on peut écrire le vecteur W sous les formes suivantes. Nous savons que W, c'est ça, suivant X, Y, I, Z, I. Donc, c'est la même représentation, c'est exactement ça. Donc, si j'aurais écrit ça d'une manière, en utilisant l'écriture matricielle et celui-là, donc en utilisant l'écriture matricielle, ça nous donne donc W dans le repère RI il s'écrit comme ça, et dans le repère RK il s'écrit comme ceci. Et si j'utilise cette écriture, c'est-à-dire ça, si je remplace cette partie par celui-ci, ça nous donne ce vecteur par celui-ci. Donc si je remplace ça par ça, ça nous donne ceci. D'où YI X, Y, I, Z, I par X, Y, I, Z, I majuscule, c'est-à-dire les composantes de repère initial est égal à ceci. Donc là, nous avons cette écriture. Maintenant, il reste à déterminer cette matrice de passage P. D'accord? Alors, nous obtiendrons ce qu'on appelle, donc ça c'est cette écriture, ça c'est l'écriture finale. Donc X, I, Y, I, Z, I, les anciennes composantes est égale au produit de la nouvelle base exprimée dans l'ancienne fois les nouvelles composantes. On l'a déjà vu. Donc cette matrice, elle est composée de des composantes de XK dans RI, de YA dans RI et de ZK dans RI. Nous l'avons vu tout à l'heure. Alors maintenant, comment retrouver ça? Donc alors, on va chercher les matrices de passage de l'un vers l'autre. Donc, cas du repérage à l'aide des angles de l'air et lorsque les repères sont consécutifs. On va chercher à passer de RI vers R1, de R1 vers R2, de R2 vers RK. C'est des repères consécutifs. D'accord? Nous savons que R1 est en rotation par rapport à RI. Nous savons aussi que R2 est en rotation par rapport à RI. Donc ici, nous avons donc la précession. Là, nous avons la nutation. Et ici, nous avons la rotation propre. Donc RK est en rotation par rapport à R2. Donc les choses sont plus simples à déterminer. Voilà. Donc le repérage à l'aide des angles de l'air fait intervenir 4 repères. RI, R1, R2 et RK. Alors, dans les différents repères, le vecteur W s'écrit comme ceci.
Alors, la matrice de passage de RI vers R1 et de R1 vers RI, on va la déterminer très facilement. Pourquoi? Parce que c'est une rotation, on connaît déjà, il suffit juste de projeter les vecteurs. Donc, de XI vers R1, de RI vers R1, c'est facile. Donc, j'écris X1 dans la base I, Y1 dans la base I et Z1 dans la base I. Donc, qu'est-ce que nous avons dans la base I? Voilà. Donc, X1, si je projette ça, ça nous donne, c'est cosinus psi suivant I, et voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons ce vecteur suivant Y et ce vecteur suivant X. Ça nous donne cosinus psi, sinus psi 0, moins sinus psi, cosinus psi 0, 0, 0, 1. Donc la première colonne, c'est les composantes de x1 dans R1. La deuxième colonne, c'est les composantes de y1 dans R1. Donc c'est ça. C'est ça. Donc, nous avons ça. Voilà. Donc la composante de x1, c'est cosinus θ, sinus θ, etc. La même chose pour Z1 qui est le même. Donc c'est facile à déterminer comme matrice de passage. Donc la matrice de passage psi est calculée et déterminée facilement. Alors maintenant cette matrice, la matrice inverse, pour déterminer le passage de R1 vers RI, donc c'est le passage inverse, donc on peut le calculer de trois manières différentes. On peut procéder de trois manières différentes. Donc calcul normal d'une matrice inverse, long et inutile, bon ce n'est pas, bon, on va pas faire ça, bien sûr. Ou bien la matrice psi est orthogonale, il suffit de prendre la matrice transposée, car psi moins 1 est égal à psi transposé. Ou bien on sait la transformation inverse d'une rotation d'angle psi est la même rotation dans le sens inverse, c'est-à-dire est la rotation d'angle moins psi. Dans la matrice psi, il suffit de remplacer psi par moins psi. Donc soit on fait une rotation inverse, voilà, soit on calcule la transposée, on détermine la transposée facilement. Ça nous fait les deux vecteurs, les deux matrices. Donc pour passer de RI vers R1, c'est celle-ci, et pour passer de R1 vers RI, c'est la transposée, c'est-à-dire le moins sinus va revenir ici, et sinus va monter en haut, les autres ce sont des zéros. Voilà, donc ça nous donne ceci. Très bien. Donc le passage de I vers 1, RI vers R1. De la même manière, on pourra trouver facilement le passage de R1 vers R2. Il s'agit tout simplement d'une rotation autour de X. Donc X1 et X2 sont constants, sont confondus et égaux. Donc ça sera une rotation tout simplement. Donc on va déterminer donc le vecteur X1, les composantes de X2 dans R1. Donc c'est la même. X2 égale X1. Les composantes de Y2 dans R1. Donc il suffit de projeter ça. Donc nous avons ça là, pour cette projection, donc ça plus ça. Et puis la même chose, les composantes de Z2 dans dans R1. D'accord? On obtient cette matrice. Et aussi, de la même manière, on peut trouver sa matrice de passage de R2 vers R1 par tout simplement la transpose, c'est-à-dire moins sinus et sinus vont être transposés. Celui-ci va monter là et celui-ci va descendre ici. La diagonale restera la même. Voilà. Et en troisième cas, c'est tout simplement la rotation propre. De la même manière, nous avons la matrice de passage phi qui est égale à la projection de xk dans R2, de yk dans R2 et de zk dans R2. Ça nous donne cette matrice. Voilà. Et puis, bien sûr, que nous allons passer de RK vers R2 dans le sens inverse, il suffit simplement de transposer, c'est-à-dire ceci vient ici et ça ici. Donc ça nous donne cette matrice-là. Voilà. Donc nous avons facilement déterminé le passage d'un repère au repère suivant, repère successif suivant. De RI vers R1 et inversement, de R1 vers R2 et inversement, de R2 vers RK et inversement. Maintenant, on va chercher à passer repérage à l'aide des angles de l'air, et lorsque les repères ne sont pas consécutifs, d'accord, ne sont pas successifs. Les matrices de passage de RI à R2,
et de R2 à RI. Comment on va déterminer ce passage-là? Ben, c'est simple. Donc, on connaît déjà la matrice de passage de RI vers R1. Et on connaît la matrice de passage de R1 vers R2. Donc, on peut déterminer tout simplement la matrice de passage de R1 vers R2, tout simplement en remplaçant celui-ci par ça. Ça nous donne ce produit. D'accord? Ça nous donne donc par le produit des deux matrices de passage successives. Donc, c'est matrice de passage psi par la matrice de passage θ. D'accord? Ça nous donne quoi? Le produit. Donc, ça nous donne cette matrice par celle-ci. Donc, ici, c'est un 2. Attention. X2, Y2. D'accord, donc je reviens ici. Je corrige avant de continuer. Voilà, c'est un 2. Attention. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas dans le cours, est-ce que c'est ça ou pas. Donc, je vais le corriger par la suite. Alors, la matrice de passage, c'est le produit des deux matrices. Donc, je reprends les annotations. D'accord? Ça nous fait ce produit-là. Donc, cette ligne par cette colonne, ça nous donne ça. C'est le produit cosinus psi. Et ensuite, je multiplie par cette ligne par cette colonne, nous donne ça. Donc, cosinus psi par 0, moins sinus psi cosinus θ. 0 fois sinus θ, ainsi de suite. Donc, ça nous donne comme résultat final cette matrice qui est la matrice de passage de RI vers X2. Alors, le produit de deux matrices orthogonales, c'est important, est une matrice orthogonale. Donc, pour calculer la matrice inverse, ce n'est pas la peine de faire le calcul, il suffit de transposer. Par suite, pour avoir la matrice inverse de la matrice produit précédente, il suffit de prendre la matrice transposée, et on aura ainsi la matrice de passage de R2 vers RI, c'est la transposée de celle-ci. Donc c'est ça que nous allons transposer, c'est-à-dire celui-ci va venir là, et ça va venir ici, et la même chose pour ça va venir ici, et le 0 va monter en haut. Et enfin, si je prends une autre couleur, on va prendre aussi le sinus θ et moins cosinus psi qui vont donc être permutés. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc ça nous donne tout simplement ceci. Ça nous donne enfin ça. La matrice que je dois aussi corriger ici. D'accord? Voilà, donc ici, la même chose, je vais corriger donc pour ne pas l'oublier. Hein. Très bien. Alors maintenant, le passage de RI à RK. Là aussi, c'est important. C'est le passage du repère initial au repère final. C'est l'objectif de ce chapitre. Comment passer d'un repère quelconque qui peut être fixe ou quelconque à un autre repère quelconque qui a une orientation quelconque, en utilisant des paramètres, justement les angles de l'air. Donc la matrice de passage de RI à RK et de RK à RI est simple. Nous connaissons déjà le passage, on connaît déjà la matrice de passage de 1 à 2. Donc là aussi je dois corriger, attention. Hein. Je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser ça passer. Parce que voilà. Donc nous connaissons donc le passage de I vers 2 et de 2 vers I et de 2 vers K. Donc ça, on va utiliser tout simplement la matrice de passage, donc 1 vers 2, de 2 vers K, et nous allons obtenir facilement ça, dans les deux sens bien sûr. Ça nous donne le produit des trois matrices de passage. Ça nous donne le produit de la matrice de passage que nous avons trouvé précédemment, qui est la matrice de passage de I vers 2, et multiplié par la matrice de passage bleu, qui est la matrice de passage de X2 vers I, de R2 vers RK. Donc si je fais ce produit,
nous allons obtenir ces deux matrices. La matrice initiale, la matrice de passage de RI à RK et la matrice de passage de RK à RI. Bien sûr, celle-ci est la transposée de ça. Donc, on va trouver celui-là ici. Bien sûr, aussi ça, ainsi de suite. Hein. Donc, c'est la transpose. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour aujourd'hui, on n'a pas parlé de cinématique, on n'a pas parlé de vitesse et d'accélération. En résumé, ce que nous devons comprendre, on va juste, vous devez vous assurer de comprendre et de suivre justement le passage d'un repère à un autre. Dans la première partie, on a vu les coordonnées cylindriques, polaires et sphériques. On y reviendra après avoir calculé les vitesses et les accélérations, donc à la troisième séance. Et pour aujourd'hui, on va juste travailler sur les repères. Donc c'est important. La cinématique, c'est aussi ça. C'est principalement ceci parce que c'est l'étude des mécanismes. Lorsqu'on a des objets qui sont en mouvement par rapport à d'autres, à chaque fois on va lier un repère à un objet, à une pièce, on va dire à un solide, et ensuite on va déterminer ses vitesses et ses accélérations. On va étudier son mouvement, les éléments les uns par rapport aux autres, les solides les uns par rapport aux autres, ou bien les pièces les unes par rapport aux autres. Donc à la prochaine séance, je vous remercie et au revoir.